Ok, alors, bon, bah, j'ai pas besoin de me représenter. Ça, c'est la bonne chose. Juste donc un rappel sur les webinars, le meet-up. Le prochain sera donc le 1er juin. Par contre, le sujet, je me rappelle plus. Mais juste pour. Et ce sera bah, ici, je pense, par défaut. Parce que les PFL, on a eu un problème, en fait, on peut pas utiliser la salle plus qu'un certain nombre de fois. Donc, sinon, je serais bien retourné à l'EPFL. Voilà, donc on va parler aujourd'hui des tools. Est-ce que vous les connaissez un petit peu ou pas du tout? Très peu, d'accord. Donc, bon, les slides sont en anglais, mais je vais tout traduire en français. Donc, en fait, l'idée, c'est les tools, c'est un outil qui est né des développeurs, en fait, des développeurs de DX, qui voulaient rapidement faire des choses ou aider, par exemple, le support. Donc, développer principalement des JSP très rapidement. Donc, c'est des outils de développeurs, donc c'est pas très beau, mais ça sert à pas mal de choses. Donc l'idée, c'est qu'on puisse comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur d'une installation. Et une des premières choses qu'on peut faire, un des premiers axes, c'est d'avoir des informations sur l'état du système, donc des informations sur le système d'exploitation, des informations sur la virtual machine, sur OSGI, donc le système de modules, Jackrabbit, les caches et la performance. Donc, pour y accéder, il y a un URL qui n'est pas accessible par défaut, enfin pas listé par les utilisateurs. Il faut un utilisateur particulier pour pouvoir y accéder. On ne peut pas y accéder avec des utilisateurs DX standard. Et en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on utilise ces outils. Alors à la base, c'était que pour le développement, l'intégration. Mais maintenant, vraiment, on voit de plus en plus d'utilité en production, notamment pour des problématiques de support. Donc, si par exemple vous avez des problèmes de performance, des problèmes d'intégrité de données, de configuration, et que vous avez besoin d'un accès rapide pour les données qui sont dans la plateforme, les tools sont vraiment utiles. Une des choses avec les tools, c'est que c'est quand même des outils très très puissants. Donc il faut faire quand même attention, parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, si dans les interfaces standards de DX, il y aurait des choses qui vous diraient attention, est-ce que vous êtes sûr de faire ça? Les tools ne vont pas faire ce genre de choses, donc ça peut être assez délicat. Donc juste avant d'aller plus loin, je vais commencer à vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre ça un peu plus grand. Donc là, j'ai simplement accédé sur une installation locale donc là, en fait, je vais mettre... On a une redirection, mais donc c'est juste Tools. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai la liste de tous les tools qui sont disponibles. Est-ce que c'est lisible là? Okay. Et on va aller regarder un petit peu groupe par groupe pour voir qu'est-ce qu'on a comme information disponible et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, regardons un peu les possibilités. Donc, le premier, c'est vraiment toute la partie information. Donc, la partie système information, par exemple. Donc là, on va regarder... pardon, je me suis trompé. Là, voilà. Donc ici, si je regarde dans système information, donc ici, vraiment, j'ai toutes les propriétés de la VM, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses... Alors, ce n'est pas forcément utile même aux administrateurs, mais par contre, ça peut être utile pour le support. Voilà, pour nous donner à nous. Donc ça peut être vraiment assez important. Un des trucs qui est vraiment intéressant, c'est pour nous en tout cas, c'est ce qu'on appelle les thread dumps. Donc là, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'instant T dans le système. Et donc là, on peut par exemple directement dire qu'on veut voir les thread dumps à l'intérieur du navigateur, de les télécharger en tant que fichier, dans la console, dans un fichier. Ou alors, quelque chose qu'on utilise souvent en support, c'est de dire qu'en fait, on ne veut pas en générer un seul, mais plusieurs. Et de dire, justement, on en veut 10 avec un intervalle de 10 secondes. Et là, l'avantage de ça, c'est qu'on peut détecter plus facilement ce qui se passe en termes de blocage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne devrait pas l'être? Alors qu'avec un seul thread dump, on voit juste un instantané
Donc ça peut être pas mal utile. Et après, on peut éventuellement dire, ben, on a besoin de plus que 10 ou on a besoin d'intervalles plus longs. Ça, il y a tout qui est possible à ce niveau-là. Au niveau il y a des benchmarks. Donc ça, c'est quelque chose beaucoup de ces outils sont venus à travers des problématiques qu'on a vues au cours de l'intégration ou de la production chez les clients. Et les benchmarks, c'est typiquement le cas. On avait un client qui se plaignait de lenteur. Et en fait, on se disait, mais on ne comprend pas, il y a quelque chose qui ne semble pas normal au niveau du système, donc du système d'exploitation ou de la machine. Et parce qu'on avait un peu écarté toutes les pistes au niveau du truc. Et donc on a développé un outil qui nous permet de faire une validation assez bas niveau. Et donc, alors, il faut que j'arrête de faire ça. Voilà. Donc ici, si je reviens là-dedans, c'est les system benchmarks ici. Et là, en fait, ce que je peux voir, c'est que je peux faire un database benchmark, un file system benchmark, un content repository read et write. Donc si je le lance, ah, voilà, par contre j'ai eu un problème, c'est bizarre. Voilà. Bon, ça c'est peut-être puisqu'il n'y avait rien dedans, mais ah oui, parce que j'ai tout réinstallé. Donc là, en fait, on voit, bon, normalement, il aurait dû me donner une performance de la base de données, mais vu qu'elle est vide, il ne s'est rien passé. Mais par exemple, au niveau du file system, ici, on voit en fait le temps qu'il a mis pour écrire, je ne sais pas combien c'est de 10 mégas ou quelque chose. Et puis donc, il le calcul. Et ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment pratiques pour soit tester le système, vérifier par exemple si on a fait une modification, si on, par exemple on a pris un disque local, on l'a mis sur du réseau, vérifier qu'on n'a pas perdu des choses. Et puis après, au niveau de la performance, là, il est en train de faire l'exécuter. Ça prend plus de temps. Donc là, il est en train de parcourir l'ensemble de l'arbre de contenu et il va calculer la performance pour faire ce genre d'opération. Donc ça, c'est des outils qui sont assez puissants. Peut-être à éviter en production, par exemple quand il y a de la charge, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc là, je vais le laisser tourner, je vais revenir au slide. Une nouveauté, ça c'est assez récent. Donc l'idée, c'est de pouvoir packager toutes sortes d'informations pour le système et ensuite, par exemple, de nous les communiquer en support. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Je crois que ça date de la 7.2, non? Peut-être 7.1 déjà? Ouais. Ah bah... bah voilà, t'es pas venu pour rien, Michel. donc voilà, donc ça c'est... Ah mais je vais fermer... Je vais iconiser ce truc parce que j'arrête pas de me tromper. Voilà. Donc est-ce qu'il a fini là? Non, il n'a pas fini. Bon, pour les besoins de la démonstration, je vais faire quelque chose de à faire. Hop. En fait, là, j'ai arrêté, mais en fait, le benchmark tourne toujours. Donc, alors, c'est ici, c'est donc Michel, je te présente le export. Et donc, en fait, ici, on peut sélectionner toutes les... Donc, par défaut, tout est sélectionné. Et en fait, ici, on peut sélectionner toutes les informations qu'on veut exporter. Donc, on voit, par exemple, on a des informations sur le bundle cache. Donc, ça, c'est un cache qui est utilisé à l'intérieur de Jackrabbit. Pour les données qui viennent de la base de données. La taille des repositories JCR, la liste des bundles OSGI, la liste des classes, la liste des librairies. Il y a vraiment beaucoup de choses, même plus que ce qu'il y a dans certains autres écrans. Et après, on peut télécharger le zip ou le stocker directement sur le serveur et le récupérer sur le serveur. J'aime aussi beaucoup l'avertissement ici qui dit qu'on n'envoie rien directement à Jaya. Donc ça c'est... Mais ça pourrait être pratique aussi. Donc... J'avais mal lu et je pensais que c'était marqué que c'était envoyé directement. Mais donc ça c'est... voilà. Et puis justement les informations sensitives comme les mots de passe ou les usernames ne sont pas inclus. Donc ça c'est relativement nouveau. Moi j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser dans un cas client. Mais c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Donc les threads, bon là je crois que j'ai déjà montré ça. L'information, en fait, au niveau mémoire, donc là ce qu'on a c'est... ici, donc Memory Information. Donc en fait ici on peut voir l'état de la mémoire actuelle.
Et puis, une autre chose qu'on peut faire, c'est de générer un memory dump ou d'exécuter le garbage collector. Donc ça, à nouveau, ça fait partie de ces trucs à ne pas faire en production, quoi. Ou alors, vraiment, on est sûr de devoir le faire, parce que ça bloque complètement la VM pendant l'exécution du dump. Donc c'est vraiment délicat comme opération. Ok, donc... alors, l'administration Log4j, ça c'est un truc très intéressant au niveau des logs, parce que par défaut, quand on est sur un système en production, on a tous les logs qui sont à info ou peut-être même warn, et peut-être que pour un besoin de support, ou peut-être que c'est même chez nous, Jaya, on va te demander est-ce que vous pourriez changer un niveau de log, mais c'est pas forcément intéressant, ça peut être très problématique de faire ça en redémarrant le serveur. Et donc là, on a une interface qui permet de simplement faire ça directement ici. Donc ici, en fait, bon, c'est un peu large, mais ici, on a à gauche toutes les classes de logging, donc on peut aller vraiment, enfin toutes les catégories, mais on peut vraiment aller à la classe près, et puis dire, par exemple, je veux activer les logs, par exemple, sur l'item manager de Jackrabbit. Et après, et donc là, ils sont par défaut à info, et je peux décider de dire, bah, je vais les passer à debug ou même à trace, ce qui peut vraiment générer beaucoup d'informations, mais juste pour un système. Maintenant, la chose avec cet écran, c'est que rien n'est persisté. C'est-à-dire que ça vit juste le temps de cette exécution de ce truc sur un seul nœud. C'est-à-dire que je dois le faire par nœud si je veux le faire sur plusieurs nœuds différents en cluster. Et puis si vous redémarrez, ben, ça revient à la config par défaut. Mais par contre, il ne faut pas oublier de le rétendre parce que si vous avez... ça peut vous remplir le disque sinon. Voilà. Alors, on va repasser au slide. La console OSGI. Est-ce que vous êtes familier avec OSGI? Je sais qu'on en avait parlé un peu dans le meetup précédent. Ouais. Ouais, donc, bon, là, c'est un outil, on va dire, qui... Oups, pardon. Je vais revenir sur les slides. Voilà. C'est un peu compliqué la navigation avec le Google Chrome en plein état. Voilà, donc la console OSGI, donc ça c'est un outil qu'on n'a pas développé nous-mêmes en fait, c'est-à-dire que ça fait partie du framework OSGI qu'on a intégré et qui va nous donner en fait à nouveau un accès très bas niveau à ce qui se passe dans le système OSGI. Donc une chose qu'on peut voir par exemple ici, si je prends, si je peux même faire des recherches, par exemple ici je peux voir pour Marketing Factory, je peux voir le core. Et je peux aller voir en fait toutes les informations qui sont contenues dans le jar, dans le manifeste du jar. Notamment, je peux voir les dépendances. Ça peut être utile notamment pour des développeurs qui sont en train de travailler sur un module. Le module ne démarre pas parce qu'il manque une dépendance. S'ils viennent dans la console AGI, ils verront en rouge la dépendance qui n'est pas satisfaite. Donc ça, c'est assez utile. On a aussi des actions ici qu'on peut faire sur les bundles, comme l'arrêter, le désinstaller. Maintenant, on recommande de faire très attention avec ça, surtout à partir de la version 7.2, parce qu'on a introduit un nouveau système qui permet de gérer ça au niveau cluster. Et donc, ces opérations-là, sur cet écran-là, ne se font que sur un nœud. Et donc, ne vont pas gérer l'état global sur le cluster. Donc, on dit aux gens, faites attention, utilisez plutôt le nouveau système pour le cluster. Et puis, ça, c'est vraiment si vous savez pourquoi vous en avez besoin et que vous êtes sûr de ce que vous faites. Voilà, on va revenir sur les slides. Donc au niveau de Jackrabbit, on a beaucoup d'outils. Alors je vais commencer à les regarder un par un, mais l'idée là, c'est vraiment que donc, tout le contenu des systèmes DX sont stockés dans Jackrabbit. Et très vite, on a eu des besoins à toutes sortes de niveaux pour pouvoir manipuler les données au niveau développement et au niveau production aussi. Donc là, il y a des outils qui sont très utiles en production, d'autres qui sont très utiles en développement, ou d'autres qui sont très utiles dans les deux. Mais il y en a pas mal pour la production aussi. Donc on va regarder un petit peu ça en live. Parce que c'est quand même... Voilà. Donc c'est tous les outils qui sont ici à droite. Donc si je prends le premier, le JCR Repository Browser, alors vous connaissez probablement le Repository Explorer dans l'interface de DX.
Mais ça, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que dans le Repository Explorer, il y a des choses que vous ne verrez pas. Et surtout, le Repository Explorer utilise les droits de la personne qui est connectée sur le site actuellement. Alors que le JCR Repository Browser utilise la session système, donc le plus bas niveau, qui a toutes les permissions. Et donc, on peut voir des choses qui ne sont pas forcément visibles dans d'autres. Donc là, on peut voir, là, je peux voir ici le nœud route. Ensuite, je peux aller dans les sites, par exemple. Je peux aller dans mon site. Et là, j'ai vraiment tout le contenu, y compris les fichiers, tout ça. Ensuite, ici, je peux dire, par exemple, que je veux montrer les propriétés aussi des nœuds. Donc là, je peux voir toutes les propriétés qu'il y a, et il y en a pas mal. Et surtout, je peux activer le truc le plus dangereux, c'est-à-dire les actions. Et donc ici, je peux par exemple décider de locker le nœud, ou je peux décider de détruire des nœuds enfants. Donc il faut faire très attention avec ça. Donc on peut faire des choses. Et là, par exemple, si je vais dans la home page, je vais enlever les propriétés. Et puis, on va aller dans une sous-page. Est-ce que j'ai un... En fait, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que ici, je peux détruire du contenu. J'ai pas de contenu là, mais en fait, je peux détruire du contenu et je dois faire très attention parce qu'en fait, dans DX, on a deux workspaces, deux espaces de travail. On a l'espace Edit et on a l'espace Live. D'accord? Et en fait, si je ne fais pas attention et puis que je détruis un objet uniquement dans l'espace Edit et qu'il existe aussi dans le Live, si j'essaie de recréer un objet qui a le même nom, eh bien, DX va me gueuler dessus et va me dire « vous n'avez pas le droit de faire ça » parce qu'il vérifie qu'il existe en live. Et donc, si jamais vous faites ce genre d'opération ici avec cet outil-là, il faut faire attention à aussi aller dans le live pour effacer l'objet. Et ça, c'est quelque chose, ça vient pas de moi, ça vient de Julien qui travaille en service et qui a dit que c'est quelque chose qui arrive souvent chez les clients. Qu'il y a quelqu'un qui a fait ça et puis après, ça hurle dans tous les sens. Et voilà, donc c'est un outil très puissant, mais il faut faire attention avec. Ensuite, le Query Tool. Je ne les ai pas compilés, les JSP. Donc, ça, c'est un outil qui permet d'exécuter des queries JCR. Donc là, par exemple, si j'exécute ça, je vais voir en fait tous les nœuds qui sont des fichiers dans mon système. Donc, on peut imaginer, par exemple, pour vous, voir tous les nœuds qui sont des nœuds Alfresco ou des choses comme ça. Et après, si je clique dessus, je vais passer dans le repository browser et je vais pouvoir aller regarder toutes les propriétés. Donc, ça c'est... Bon, les queries, hein, on peut aller très très loin. Un outil qui est très très intéressant, que personnellement je ne connaissais pas très bien, c'est les queries statistiques qui nous permettent de voir sur l'exécution, sur ce nœud-là, quelles sont les queries les plus lentes. Et donc là, par exemple, si vous voyez quelque chose qui paraît pas normal, c'est-à-dire qu'on a... Alors là, elles sont plutôt rapides, mais si j'avais un truc à 10 secondes, là on pourrait dire, oula, il y a quelque chose qui pose vraiment un problème de performance. Donc, après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir, là, on a la durée à 259 millisecondes. Ce qu'on conseille, c'est d'exécuter la query une deuxième fois et de regarder le temps. Parce que là, en fait, elle m'a pris que 6 secondes. Et en fait, parce que les queries peuvent être lentes temporairement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose d'autre en même temps qui s'exécute, et donc de toujours vérifier une deuxième fois si la query a vraiment une raison d'être lente ou pas. Alors, ensuite, la JCR console, donc ça c'est carrément un endroit où je peux insérer du code Java. Et là-dedans, je peux manipuler des objets. Donc si je fais un session.getNode, bon là par contre, il faudrait que je fasse un... je ne sais pas exactement. Là, je n'ai pas d'exemple, mais là, en fait, on a une session qui est déjà fournie, et puis on peut faire, par exemple, peut-être un getNode. Je ne sais plus comment ça marche, mais là, il faut quand même connaître la syntaxe. Alors là, on a un warning qui nous dit je suis en train d'exécuter quelque chose, ça peut potentiellement quand même faire des dégâts. Voilà, je ne sais pas s'il a... Ouais, bon, là, je pense qu'il a récupéré le nœud.
Il faudrait que je l'affiche ou quelque chose. Mais disons que là, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut vous dire, par exemple, le support pourrait vous dire, ah ben tiens, on a un script qu'on aimerait que vous exécutiez là-dedans, le copier-coller et l'exécuter là-dedans. Et puis ça peut être aussi pratique pour tester rapidement certaines opérations. Le garbage collection, donc ça c'est parce qu'en fait, quand on upload des fichiers dans Jackrabbit, les fichiers, les binaires des fichiers ne sont jamais effacés. C'est-à-dire chaque fois on upload une nouvelle version et peut-être que ces versions-là, au bout d'un moment, sont plus utilisées. Enfin, ces fichiers données, ces binaires sont plus utilisés. Donc ça, on peut dire qu'on veut les effacer. Les outils de version history, donc ça c'est pour les versions, par exemple, on peut imaginer qu'au bout d'un an, les versions du contenu, c'est plus vraiment intéressant. Et en plus, ça peut réellement ralentir le système de garder toutes ces versions. Donc là, on a des outils pour pouvoir contrôler ça et intervenir dessus. Les integrity tools, donc ça c'est vraiment l'idée, c'est de passer sur l'ensemble du nœud et de vérifier toutes les problématiques d'intégrité du contenu. Et là, les tests sont assez poussés. C'est-à-dire que par exemple, si c'est pas forcément des erreurs graves, certaines sont peut-être mineures, c'est par exemple une référence qui n'est plus valable, parce qu'on a effacé, dans les références, on a des références soft, c'est-à-dire que c'est des références qui disent, ben, si le contenu est là, on prend la référence, s'il n'est plus là. Mais par contre, ce check va vous indiquer quelles sont les références qui existent encore. Et puis on peut aussi activer un mode plus puissant qui va carrément faire des modifications pour nettoyer, par exemple, les références. Mais ça, il faut vraiment faire attention. Il vaut mieux avoir des backups avant de démarrer ce genre de choses. Voilà, donc on va revenir ici. Ah oui, les index. Ouais, pardon. J'étais un peu trop vite là. Donc les index, ils sont où? Ils sont... Où est-ce que j'ai perdu mes index? Ah voilà. Donc, pour pouvoir exécuter des queries, donc, tout est indexé dans le moteur de recherche Lucene. Et en fait, ici, on a un tool qui permet de contrôler l'indexation, notamment, par exemple, s'il y a eu des problèmes d'indexation parce que le disque s'est rempli, parce qu'une machine est tombée, parce qu'il y a eu un problème de déploiement, c'est égal. Il y a plusieurs scénarios où l'index peut avoir des problèmes. Et donc là, on peut réindexer le repository. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, tout ce qui est en haut, là, dans la première section, c'est de live. C'est-à-dire qu'autrefois, on n'avait que la possibilité de réindexer au prochain démarrage. Et maintenant, on a la possibilité de réindexer en live. Ce qui va se passer, c'est que l'indexation peut prendre du temps. Donc, pendant l'indexation, les anciens index sont conservés. Et dès que la réindexation est terminée, on switch sur les nouveaux index. Voilà. On peut aussi dire qu'on veut, ça c'est tout nouveau, réindexer un sous-arbre. Et ça vient de sortir sur la 7.2.0.3, je crois. Et ça, c'est pratique aussi si on dit, on suspecte, enfin on sait, on va dire, oui, il doit y avoir un problème. Et donc on peut réindexer que cette partie-là. Oh, oups. Au niveau des caches, donc on a aussi des outils pour gérer les caches et leur état. Donc là, par exemple, si on vient... Je préfère vous montrer plutôt que de lister sur les slides. Donc ici, on a le cache management. Et ici, on va pouvoir voir tous les caches qui sont utilisés par le système. Et surtout, la colonne la plus intéressante, c'est la colonne du rate. Donc, qui dit, en fait, combien de fois on a chopé quelque chose dans le cache et combien de fois on a... Donc, idéalement, on aimerait des valeurs les plus élevées, les plus proches de 100 pour ces caches-là. Donc là, on voit justement ceux qui sont en vert, le système se comporte, on va dire, relativement bien. Mais là, par exemple, on peut voir, ben, tiens, le URL Resolver Node Path, il est assez rouge, donc il y a peut-être quelque chose à vérifier. On peut aussi ici activer des actions. Par exemple, flusher les caches. Et une autre chose, c'est qu'on peut, alors il faut faire attention avec cette option, afficher la taille des caches en bytes. Mais là, par contre, c'est une opération relativement lourde parce qu'il va aller itérer dans tous les objets, calculer leur taille. Et ça, c'est quelque chose, si les objets sont lourds, ça peut être assez gros.
Donc là, on voit par exemple qu'on a 2,4 mégas, 3 mégas, je veux dire, etc. Mais ça, par exemple, en pré-production ou en développement, ça peut être assez intéressant. On peut aussi voir, alors, tac, les statistiques des différents caches. Donc ça, c'est ça, celui-là, il est un peu vieux. L'output cache. Donc ça, c'est là, on peut carrément aller voir ici. Là, j'ai rien là-dedans parce que j'ai redémarré mon système. Mais ici, on pourrait carrément aller voir les entrées de cache là, dans ce truc pour aller voir s'il y a des choses qui sont bizarres. Par exemple, si on a fait des configurations custom sur les clés de cache, peut-être qu'on a fait une erreur et qu'il faut aller changer quelque chose. Voilà. Oups. La vue de cluster, donc ça malheureusement je n'ai pas activé mon DX en cluster, mais si je l'avais fait, je pourrais voir la liste des nœuds qui sont actuellement dans le cluster. Et ça peut être très important parce que peut-être qu'on a eu un problème de déconnexion entre les différents nœuds de cluster, et avec cet outil-là, on peut vite aller voir quel est l'état du cluster sur chaque nœud. Alors en production, donc là on a parlé des outils qui peuvent servir, on va dire en développement, mais aussi un peu en production, mais il y a aussi des choses qui sont très importantes pour la production. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il ne faudrait pas que les tools soient accessibles par le monde extérieur. C'est vraiment quelque chose qu'on pense qui est très mauvaise idée. Donc, les limiter à des utilisations internes. Et la deuxième chose, c'est que donc, quand on installe DX par défaut, on a le mot de passe et l'utilisateur par défaut, donc généralement Jaya Password. Donc il faut absolument chercher ça. Et là, en fait, il se trouve qu'on a un outil dans les tools qui permettent de générer un nouveau mot de passe pour les tools. Donc ici, si je mets test, voilà, il va me générer le... Parce que je stocké dans le Jaya Properties la version encryptée. Donc là, on peut facilement faire ça. Alors, j'aimerais terminer par la possibilité de développer ses propres outils. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, on a par exemple des opérations qu'on doit faire systématiquement, régulièrement, etc. On aimerait les déployer pour qu'on puisse les utiliser. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est développer un module standard DX. Et la particularité, c'est qu'au lieu de lui donner org-jaya modules, il faut lui donner org-jaya bundles comme parent. Ensuite, il faut, alors ça c'est spécifique à OSGI, il faut les déclarer comme fragment d'un bundle qui s'appelle tools, et après fournir un ou plusieurs JSP qui vont implémenter la fonctionnalité que vous avez besoin. On fournit donc un exemple sur GitHub qui peut directement être utile. Et donc là, par exemple, je vais vous montrer, ici j'ai déployé, alors on va peut-être juste... On va peut-être juste cliquer là sur le lien, parce que je ne me rappelle pas de tout par cœur. Voilà, donc en fait ici, j'ai le lien du JSP. Alors la particularité, c'est qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore possible de rajouter directement une entrée dans le menu de DX. Il faut pour l'instant connaître l'URL vers le JSP. Mais on va essayer de le rajouter. Et ça, en fait, c'est un petit exemple très sympa qui permet de voir tous les nœuds sur lesquels le cache a été désactivé par les utilisateurs. Parce qu'en fait, dans l'interface d'utilisation, on a un champ cache expiration qui permet à un utilisateur de saisir une durée d'expiration de cache. Et là, on peut, avec cette requête, simplement, et donc c'est un JSP qui exécute une requête qui a été prédéfinie, et qui nous remonte les résultats. Donc ça, c'est un joli exemple, je trouve, de tool qui peut être très pratique. Si tu voulais avoir accès à ça depuis le menu des tools, tu pourrais le faire manuellement? Non, justement. Parce qu'en fait, c'est dans un module qui s'appelle Tools. Et c'est un JSP qui hardcode tous les liens vers le... Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Donc l'idée, ce serait de modifier ça pour qu'on puisse facilement rajouter des choses. C'est pas encore fait, mais ça, je pense que ça va pas tarder. Alors là, les new features, donc voilà, la première, c'est la possibilité d'ajouter un tool dans ces... Donc ça, c'est ce qui va venir.
Ah oui, j'ai pas parlé de la Groovy Console. La Groovy Console, c'est encore plus puissant que la JCR Console. Ça permet carrément d'exécuter du code Groovy quelconque. Donc, ou Java, hein, c'est égal. Ah, je crois qu'elle va s'éteindre. Je vais juste la rallumer. Hop. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est que la Groovy Console, si je vous la montre rapidement, en fait, le problème, c'est souvent celui que les gens nous disent, c'est que en fait, on a cette page blanche et on se dit, mais qu'est-ce que je vais taper dedans? Et donc là, l'idée, ce serait d'avoir des scripts prédéfinis et même la possibilité de définir de rajouter des scripts avec des nouveaux modules. Et donc là, on a déjà justement Damien Saunier qui a travaillé là-dessus et qui va fournir ça au produit. Une chose que j'ai oublié de mentionner... Ah non, pardon, pas encore. Donc, en fait, par contre, la réindexation du subtree, ça a déjà été fait, vous l'avez vu. Et la dernière chose que Michel n'a pas encore vue, parce qu'il est venu exprès juste pour voir ça, qui est aussi disponible dans la 7.2.0.3, c'est la liste de tous les rules qui sont dans le système. Et donc ça, c'est tout nouveau dans la 7.2.0.3, c'est ici, les business rules. Et donc en fait, ici, on peut voir toutes les rules qui sont déployées. Donc ici, ça c'est pour les rules qui s'exécutent pour le workspace default. Et puis on a plus bas les rules pour le workspace live. Et là, après, on a aussi la possibilité de dire qu'on veut suspendre temporairement l'exécution d'une rule. Et après, donc, à nouveau, c'est pas persister, c'est juste pendant le temps pendant lequel j'ai fait ça. Et puis après, je peux décider, par exemple, ah ben, j'aimerais la réactiver. Donc ça peut être pratique si on suspecte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'on veut optimiser quelque chose. C'est les rules pour chaque module? Ouais, par module. Ouais. Donc ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et au fur et à mesure que les développeurs ont des besoins ou que le support a des besoins, on rajoute des choses dans ces outils. Et évidemment, s'il y a des gens qui veulent en contribuer, voilà, on a fait le tour. J'ai pas parlé de tous les différents tools qui sont disponibles. Il y en a, par exemple, comme le DB Query Tool, qui est vraiment juste quelque chose pour exécuter une requête sur la base de données. Mais ça peut être très pratique si, par exemple, on n'a pas accès à l'environnement, parce qu'il faut passer par 15 VPN. Mais ça peut aussi être très dangereux, parce que ça veut dire qu'on peut modifier la base de données. Ouais, le delete marche aussi. Ouais. Voilà, donc après il y a des choses plus sur les développeurs ici aussi, etc. Est-ce que vous avez des questions sur les tools? Est-ce qu'il y en a un que vous voudriez voir particulièrement? Ouais. Oui. Sur la droite, l'outil de check des WCAG. C'est juste un petit truc qui permet de tester du code HTML. Ouais. Bon, il date un peu parce que le checker de WCAG qu'on a, il est plus très récent. Donc, Alors une question qui était venue quand on a présenté ces tools à Paris, c'est où est la documentation? Eh bien la documentation, elle est devant vous. Non, en fait, c'est justement la particularité des tools, c'est que c'était des choses qui ont été développées un peu de manière organique. Et donc il n'y a pas encore de documentation, mais ça pourrait venir plus tard. Mais bon, en général, certains sont très pratiques. Par exemple aussi, j'ai pas mentionné les actions. Mais les actions, ça permet de voir toutes les actions qui sont disponibles, qui sont déployées sur le système. Donc, et aussi avec leurs priorités, non c'est pas les priorités, mais par exemple pour les filtres, c'est très pratique parce qu'on peut vérifier la priorité des filtres. Donc si par exemple vous travaillez sur un filtre qui fait une opération de rendu, qui devrait faire une opération de rendu mais qui ne marche pas, bah, peut-être que la priorité est fausse. Et donc là, vous pouvez facilement voir l'ordre de priorité que le système utilise et voir si vous l'avez mis au bon niveau. Et ça, personnellement, moi, à chaque fois que je dois développer un filtre, j'en ai besoin parce que je ne sais jamais où me mettre là dans cette liste. Voilà. On a terminé ?